deux conditions, c'est qu'il a été construit depuis plus de 10 ans et qu'il y a un DPE minimum de E. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les bailleurs ne vendent plus les passoires thermiques et ils les rénovent avant de les revendre. Il y a de la hausse à venir pour moi, selon moi. Partout, les lignes se croisent. Il faut chercher les interconnexions. Il ne faut pas chercher la station dans la Pampa. Des bailleurs qui, autour de cette gare, vendent du patrimoine à 3 000 € du mètre. Voilà, ça mérite de creuser le sujet. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Logement social ne rime pas avec opportunité d'investissement et pourtant les ventes de logements HLM par des bailleurs sociaux offrent des possibilités d'investissement intéressantes, notamment d'acheter à bas prix des logements rénovés et bien entretenus. C'est une niche d'investissement largement méconnue mais qui mérite qu'on s'y penche car il y a 4,5 millions de logements sociaux en France aujourd'hui détenus par 720 organismes sociaux, des bailleurs qui ont besoin après une phase d'exploitation de recycler leur capital et donc de vendre sur le marché privé. Ça laisse de belles perspectives. Comment se positionner sur ce type de bien et mettre en place la bonne stratégie pour en tirer une bonne affaire? C'est ce qu'on va voir avec Mbarek Ouadil, notre invité du jour. Mbarek a fait sa carrière dans l'immobilier tertiaire, notamment auprès des foncières, avant de se spécialiser à titre privé dans l'acquisition de logements sociaux. Au cours de la conversation, on verra quels sont les mécanismes de vente de logements sociaux par les bailleurs, les avantages et les inconvénients d'acheter des logements HLM, les conditions à respecter pour une mise en location ou une revente, et les éléments qu'il faut regarder en particulier pour se positionner et faire une bonne affaire. Il y a plus d'opportunités que j'avais imaginé sur ce segment et c'est un segment qui devrait continuer à être bien orienté dans les prochaines années avec tiré par des volontés politiques d'expansion d'offres de logements sociaux assez évidents. Pour moi, c'est vraiment une stratégie à avoir en tête et à exercer tant qu'on y a droit, au même titre que l'achat-revente de résidence principale, même s'il y a des règles à respecter. Avant de démarrer, je te rappelle que le meilleur moyen de soutenir ce podcast, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça nous aide à monter dans les classements, nous donne la visibilité et nous permet de débusquer toujours les meilleurs invités sur les prochains épisodes. Allez, sur ce, on part à la découverte de la stratégie des logements sociaux avec Mbarek. C'est parti. Salut Mbarek, bienvenue chez Les Investisseurs 4.0. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. On va parler d'investir dans les HLM aujourd'hui. Encore un thème particulier. C'est cool que tu vas t'émerger comme le spécialiste en France aujourd'hui. Exactement. Comment est-ce que tu te présenterais pour les gens qui ne connaissent pas encore aujourd'hui ? Moi aujourd'hui je suis agent immobilier, j'ai fait un petit parcours, j'étais analyste financier dans une agence de notation concurrente. On aurait pu se croiser je pense il y a quelques années à Londres et après ça je suis rentré à Paris, j'ai fait un peu de brokerage et j'ai travaillé pour une compagnie d'assurance où je me suis occupé d'investissement immobilier et je me suis lancé à mon compte en fin d'année dernière. Voilà. Donc tu t'es lancé à ton compte, ça veut dire que tu t'es lancé en tant que formateur sur la niche qu'on va voir. En tant qu'agent immobilier en fait. Pardon, en tant qu'agent immobilier. En tant qu'agent immobilier. Et la formation, c'est juste c'est la rencontre des gentlemen investisseurs qui m'ont recommandé de lancer un produit de formation sur le sujet parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est méconnu. Et en fait, même des investisseurs aguerris ne sont pas au courant qu'il y a un sous-marché qui existe dans lequel il peut y avoir des bonnes affaires. Ça marche. Donc voilà. Toi, sur tes investissements en immobilier, en propre peut-être, t'as un parcours aussi là-dessus ou t'as commencé un peu? Oui, moi j'ai commencé par un premier studio, donc c'est là où j'ai découvert le monde du logement social. Et après j'ai investi notamment du côté de Nanterre. En fait, j'ai surtout visé à chaque fois, tu sais, dans le cadre du Grand Paris, les stations de métro où les lignes se croisent, tu vois. Ouais. Donc j'ai par exemple acheté des petites surfaces à Rosny. J'ai investi par exemple du côté de Besançon, voilà. Donc à chaque fois sur des choses assez à chaque fois récentes, ouais. Mais voilà, chaque fois à des bons prix métriques. Et t'as fait donc plusieurs acquisitions avec du locatif derrière dessus? Exactement, tout ce que j'ai fait à date c'est du locatif. Ok. Et donc tu prenais des immeubles qui étaient assez récents, tu dis. Ouais, moi j'aime bien quand ça a moins de 10 ans, voilà. Ouais. Mon expérience de la vieille paire, justement, mon premier appart, c'était avant toutes ces histoires de DPE, c'était un G. Et en fait, au troisième locataire, elle m'a avoué qu'elle avait eu froid tout l'hiver. Et je lui ai dit, mais en fait, vous auriez dû m'appeler, on aurait pu faire quelque chose. Et donc, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, bon, Mbarek, je pense qu'il est temps d'arbitrer. Voilà. Et donc, depuis, je me concentre surtout, En fait, ma règle d'investissement, c'est n'achète pas un endroit dans lequel tu ne vivrais pas toi-même.
Voilà. Et le premier, du coup, c'était pas vraiment le cas, quoi. Le premier, c'était 17 mètres carrés. Non. Franchement, si. En fait, il était propre. Ouais. Non, il était propre. Mais par contre, c'est vrai que quand ton locataire t'explique qu'il a eu froid l'hiver, voilà. Moi, j'ai changé les chauffages et tout. J'ai fait ce qu'il fallait faire. T'avais fait des travaux là-dessus ou rien, moi j'avais fait aucun travaux. Et quand elle m'a dit ça, justement, j'avais remplacé les radiateurs pour lui mettre des radiateurs un peu plus économes et performants. Et voilà. Mais c'était 17 mètres carrés propres avec une belle hauteur sous plafond. Voilà. C'était même en termes de financier sur ces opérations-là, c'était des opérations où tu étais en cash flow positif. Oui, j'avais un petit cash flow positif, je pense, d'une centaine d'euros. Il y a le plafonnement de loyer aussi qui t'a bloqué aussi dans ces investissements. Non, en fait, c'est tu loues au loyer de marché. Tu loues au loyer de marché, et c'était l'époque où les taux étaient à 1,5. Donc voilà, pour 350 euros de mensualité, j'avais un loyer à 600 euros. Donc voilà, et une petite surface en Ile-de-France, tu le sais toi-même. Voilà, il y avait de la demande, il n'y avait pas de vacances. C'est pas une seule journée de vacances en 3 ans. Ça, je trouvais ça vraiment assez impressionnant. Voilà, et c'est quand même le pouvoir des petites surfaces. On peut aimer, ne pas aimer, mais finalement, c'est extrêmement recherché par des profils aussi divers que des étudiants ou des jeunes actifs. Donc tu fais ce premier invest, tu fais ensuite, tu décides d'aller plus dans des trucs un peu plus récents, du coup moins de 10 ans. Et là, c'est pareil, type aucun travaux, tu l'exploites en meublé. Exactement, moi je suis anti-travaux. Voilà, comparé au reste de tous les travaux, ça me fait l'expérience montre que voilà, les travaux, j'ai pour habitude de dire, on a les compétences, on a l'argent, voire idéalement les deux à la fois, mais si on n'a ni l'un ni l'autre, moi éviter poser une cuisine, faire une peinture, évidemment, c'était pas dans tes cordes, quoi. Mais voilà, mais j'irai jamais au-delà. Voilà. Tu l'exploites, donc tu en as encore 2 actuellement Exactement, en meublé. En meublé, hein, ça marche. Ouais. Okay. Toujours sur les zones un peu comme ça. Exactement, des zones en développement, voilà, qui se développent. Il suffit de scruter le ciel et de chercher les grues, en fait, voilà. Et en ce moment, en Ile-de-France, il y a quand même beaucoup de zones qui se développent. Et l'idée, c'est d'arbitrer ensuite derrière. Exactement, d'arbitrer à horizon de 5 ans. Quand tu peux, idéalement, quand tu peux réintégrer les 15% de travaux dans le prix d'achat, même si tu les as pas fait, je trouve que l'optimum en termes de fiscalité, c'est ça. En espérant que ça change pas d'ici là, mais voilà. C'est de se dire que tu achètes, tu gardes 5 ans, tu amortis, et dès que tu peux revendre et récupérer ta plus-value, tu arbitres. T'aimes pas les travaux, mais néanmoins, c'est ce qui permet d'acheter à un prix qui permet d'avoir de la renta en général. T'arrives à être à l'équilibre au plus là-dessus, sur ces 2 invests-là? Alors moi, j'accepte parfois d'être en cash flow négatif si je sais qu'il y a une plus-value latente. Moi, ma stratégie, elle est plus là-dessus, de me dire que le jour où tu vends, t'encaisses une forte somme. Et j'accepte de brûler un peu de cash. Voilà, clairement, moi, je suis un peu le saumon dans la rivière qui va peut-être à contresens de la majorité, et je l'accepte, mais voilà, moi les travaux, je sais que je ne sais pas, et à partir de ce moment-là, voilà. Non, mais c'est une stratégie comme une autre en fait. Moi, j'ai fait un premier invest à peu près équivalent à Saint-Denis, à Playel, où en fait j'étais en cash flow positif quand même, parce que j'avais mis un gros apport, mais néanmoins c'est sur la revente que le truc s'est rentabilisé, parce qu'il y avait l'effet aussi du Grand Paris, et du coup t'as déjà vendu? J'ai déjà vendu, ouais. Ah, parce que j'avais besoin de cash, mais okay. J'aurais pu encore si j'avais attendu. Ouais, c'est encore en plein développement. Ouais. J'y étais cette semaine, c'est pour ça que je te dis ça, et que je vois très bien toute la zone autour de la gare. Est-ce que tu crois, d'ailleurs, petit point marché, est-ce que tu crois qu'avec la baisse, parce que moi j'ai quand même vendu, mais j'aurais pu vendre plus cher avant, à la hausse des taux. Donc il y a l'effet Paris qui est un effet positif, mais il y a l'effet de la hausse des taux qui est plutôt un effet négatif. Pour toi, de ce que tu vois sur le Grand Paris, on continue, si on compare au prix de 2019-2020, on continue à être en hausse sur ces prix-là, sur ces biens-là? Alors là, aujourd'hui, j'ai eu le cas d'une estimation cette semaine de quelqu'un qui a acheté du Saint-Ouen en pied de 14 à 7500 € du mètre. Et je te cache pas que quand tu fais l'estimation, je pense que s'il devait le revendre aujourd'hui, je ne sais pas s'il arriverait à obtenir son prix d'achat. Donc je pense que les prix se tassent, et tu le vois notamment dans les invendus de promoteurs. Et finalement, tu es dans une situation... récemment, je faisais l'étude de cas pour un acheteur où, entre acheter de l'ancien, le rénover, et acheter du neuf, finalement, quand tu fais l'analyse du coût complet,
Le neuf a quand même pris un coup et je pense qu'il y a des bonnes affaires à aller chercher du côté du neuf. Si tant est que les promoteurs acceptent de faire des baisses de prix. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est là-dedans que j'irai taper. Ouais, parce que le potentiel de hausse de la plus-value, enfin du foncier sur ces zones-là, elle est pas encore terminée. C'est ton pari, quoi. C'est de dire que avec la hausse, avec les sorties de ces stations de métro qui vont arriver dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, qu'en fait, même si les prix sont tassés, justement, je pense qu'il y a de la réserve. Il y a de la réserve. Complètement de la réserve. Okay. Quand toutes les lignes seront créées, et regarde, prends l'exemple de la 14, notamment, qui vient d'être inaugurée jusqu'à Orly. Finalement, ça t'ouvre un sous-marché dans le sud qu'on regardait pas beaucoup et qui n'était pas très accessible. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a de la hausse. Il y a de la hausse à venir pour moi, selon moi. Partout, les lignes se croisent. Voilà, moi, ma théorie, qui est peut-être personnelle, mais il faut chercher les interconnexions. Il ne faut pas chercher la station dans la Pampa. Je cherche toujours les endroits où les lignes se croisent, du type Saint-Denis-Pleyel, Rosny-Bois-Perrier. Il y a un endroit où la A croise la E. Mais c'est pas Champigny dans ces zones-là aussi? Noisy-Champ, ouais. Noisy-Champ. Voilà, Noisy-Champ, où la A va croiser la 15 notamment. Donc, chercher les nœuds, quoi. Exactement. Et comment tu as rencontré, toi, le logement social là-dedans? Par le plus grand hasard. En fait, moi, je suis tombé sur une annonce qui était vraiment pas chère. Et je me suis dit, bon, on va aller visiter. J'appelle le commercial qui m'explique qu'on est au mois de juillet et qu'il n'a pas les clés. Il me dit, par contre, vous avez été le premier à m'appeler, donc dès que j'ai les clés, je vous appelle. Et je l'appelais une fois par mois, pendant 6 mois. Et le 15 décembre, il m'appelle, il me dit, Mbarek, j'ai enfin les clés, venez visiter vendredi. Et je suis allé visiter. J'ai visité un 17 mètres carrés. Franchement, c'était Bagdad. C'était vraiment affreux. Comme sur la personne, je pense, a dû passer des années dedans. Il y avait des néons posés de travers, du papier peint fait avec des cartes postales. Ça ressemblait vraiment strictement à rien. C'était ce premier invest de 17 dont exactement, on parlait. Exactement, c'était le 17 mètres carrés. Et c'est là que le commercial me dit, vous inquiétez pas, ça sera rénové. Et donc, je lui ai fait confiance. Et quand j'ai signé l'acte, je suis retourné dans l'appart et c'était parfaitement rénové. Voilà. Okay. Donc c'est comme ça que j'ai découvert ça. Sans l'isolation thermique apparemment quand même. Exactement. Ouais, c'était un stage, mais à l'époque personne s'en préoccupait. Et bon, les gens ont quand même besoin de se loger, hein, que ce soit du G, du F ou du E. Tu vois. Et c'est comme ça que j'ai découvert ça en fait. Et je trouvais ça assez magique. Voilà. Et au bout de 3 ans, j'ai arbitré et je l'ai revendu. J'ai dû acheter 58 et j'ai revendu 120. Voilà, et c'est là que je me suis dit, mais en fait, tu tiens peut-être quelque chose. Et ce qui t'a attiré là-dedans, c'est le fait que les travaux étaient faits à ta charge. Exactement, c'est que les travaux étaient faits, que c'était des prix, vraiment, ça défie toute concurrence. Là, t'étais à 15 minutes du RER à pied. Vraiment dans un truc, c'était une ancienne maison de maître en meulière, donc franchement ça avait beaucoup de charme. C'était une énorme barre d'immeubles, c'était une copropriété avec un syndic bénévole, des charges ultra faibles. Franchement, voilà, pour moi ça cochait toutes les cases. On peut faire justement un sorte de panorama de ce que c'est le logement social en France, où est-ce qu'ils sont ces biens? En fait, les biens, ils sont partout. En fait, qui sont les acteurs aussi, ouais. En fait, ils sont partout. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que je crois qu'il y a une statistique du ministère du Logement, c'est que il y a, je crois, un Français sur 2 ira un jour peut-être dans un logement social. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, il y en a strictement partout et qu'il y a plus de 700 organismes en France. Donc en fait, tu en as à tous les coins de rue. Et en fait, derrière le vocable logement social, c'est la réalité juridique du bien à un moment donné, mais que la réalité immobilière, ça peut être de l'haussmannien dans le 16e arrondissement, ça peut être de la maison, ça peut être de la cité minière dans le nord de la France, ça peut être de la maison à la campagne, ça peut être des petites résidences en banlieue, ça peut être de la grosse barre d'immeubles, clairement, de la tour de 20 étages, voilà. En fait, derrière ce terme, il y a une typologie de biens extrêmement variée. Mais est-ce que ça peut réellement être vraiment n'importe quel bien, ou est-ce qu'il y a quand même des limitations sur la nature du bien qui peut rentrer dans le cadre logement social? Ça peut être, j'allais dire tout et n'importe quoi, désolé pour l'expression, mais vraiment c'est ultra varié.
Donc on est d'accord qu'en termes de prestations, quelqu'un qui est en logement social peut avoir des prestations 10 fois supérieures à quelqu'un qui est dans un autre logement social. Tout à fait. Par exemple, dans Paris, je peux te donner des adresses, je ne les donnerai pas là, mais pour certains, par exemple, tu as certains programmes assez connus dans le 16e arrondissement où le promoteur avait l'obligation de faire du social, et donc tu as des gens qui sont logés dans le social, dans des immeubles magnifiques. Et franchement, tant mieux pour eux. Parce que du coup, en fait, tout ça, c'est tiré de quoi ? D'une volonté politique d'avoir des logements sociaux à un certain moment. Et moi, je le vois même en tant que marchand, quand on doit acheter des biens et ensuite à la découpe, je crois qu'il y a une limite à 5, à partir de 5 logements. Il y a une obligation dans le PLU de donner au moins un logement qui est social, attribuer au moins un logement social sur l'ensemble. Donc j'imagine que ça vient aussi de ça peut être des acteurs privés. Parce que là, on va parler peut-être après des bailleurs sociaux qui sont des organismes publics qui ont, on va dire... qui ont une exigence de la part de l'État, qui sont un peu le bras armé de l'État pour résoudre la crise du logement. Donc on se dit que c'est des établissements semi-publics, enfin peut-être certains sont privés, mais même à titre, des promoteurs rénovateurs particuliers privés ont l'obligation de toute façon de donner un peu de logement social, et c'est comme ça qu'on arrive à injecter du social un peu partout. Exactement, ça malheureusement ça dépend du PLU, et c'est vrai qu'en marchand, quand tu regardes ce que ça te coûte, en fait, t'amputes une partie de ton bilan de promotion. Voilà. Mais voilà. Ensuite, ça dépend. Les règles, elles sont très différentes d'une ville à une autre. Parfois, il y a des seuils de surface de plancher pour la création. Ça me semble un peu dur que sur une opération de 5 lots, tu aies à faire un logement social. Ça dépend des mairies, mais j'ai déjà vu des PLU où ils disaient à partir de 5... Ça me semble extrêmement strict. Ouais. Après, c'est pas des gros ensembles, hein. On parle parfois d'un petit immeuble de R+3, R+2, et voilà. C'est peut-être aussi... enfin, moi, je comprends la démarche, mais c'était pour comprendre en fait l'idée que le logement social, c'est un peu un produit blanc. Enfin, c'est exactement ça, c'est un produit blanc. Moi, j'ai visité des appartements... sur un autre truc, par exemple aux alentours de Deauville, et je regardais un peu les maisons qu'il y avait à côté, et je découvre qu'en fait ce sont les logements sociaux de Deauville, et franchement, ça ressemblait franchement pour moi plus à des jolies maisons dans les Yvelines. Et quand je me suis rapproché, que j'ai commencé à regarder sur le panneau, je me suis dit ah ouais, quand même c'est sympa, ça a l'air agréable. Donc en fait voilà, il faut aller au-delà de l'image qu'on peut en avoir et réellement aller en visite pour se rendre compte de ce que ça peut être. Donc le logement social, lui, il est créé au moment où le promoteur ou le marchand, enfin le rénovateur, enfin le promoteur, on va dire, il crée ce logement. Exactement. Là, il le met en location avec des conditions de logement social. À partir de quand, en fait, ce logement-là, il peut être à la main d'investisseurs privés comme toi et moi ? Au bout de 10 ans, ils ont le droit d'arbitrer et de commencer à les vendre. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans le cycle de vie du logement, s'ils vendent les logements, c'est justement pour réinvestir le produit de cession dans des nouveaux logements. Et en fait, la loi aujourd'hui dit qu'un bailleur peut vendre au bout de 10 ans. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en 2024, les appartements les plus récents que tu pourras trouver, c'est des immeubles de 2014. Donc, en fait, t'achètes ta tranquillité si tu arrives à mettre la main dessus. Et les bailleurs, lui, il a intérêt à le vendre parce que faut déjà que le locataire... Exactement, il les vendent à la libération. Il a intérêt à vendre, ça dépend son plan de développement. S'il a besoin de réinvestir énormément, il peut le vendre. S'il amortit sur amorti, parfois tu tombes sur des biens qui ont 40, 70 ans, effectivement d'un certain âge. Tu as aussi le cas où parfois les immeubles sont trop petits pour être gérés. Et en fait, il y a une vraie logique pour les investisseurs institutionnels, bailleurs sociaux et même autres, de se dire que en dessous de 30 lots, dans un immeuble, ça ne fait pas de sens économiquement que de le détenir. Et par exemple, tu as souvent beaucoup de bailleurs qui décident de vendre les petites résidences. Moi, c'était mon cas. La résidence, il y avait 10 appartements. Ça n'a aucun sens pour un bailleur de garder un immeuble de 10 logements. Donc, parce que c'est eux qui font la location, enfin la gestion du coup. Exactement, la gestion et même en termes de charges, ça n'a pas de sens de mobiliser des ressources sur des immeubles aussi petits. Il y a un vrai intérêt à avoir des économies d'échelle et à détenir que des immeubles d'une certaine taille minimum. Ouais. Donc c'est dans ce cadre-là qu'ils sont amenés à arbitrer. Comme tout investisseur, hein, comme d'autres investisseurs institutionnels, des compagnies d'assurance. Ouais, non, mais c'est intéressant parce que quand on va parler un peu du sourcing, tu vois, c'est intéressant de se mettre un peu dans la tête de la personne qui va libérer ce bien sur le marché.
Avant qu'on en vienne là, peut-être, est-ce que tu peux justement donner les conditions qui sont liées à ces biens-là, enfin, quelles caractéristiques elles ont En fait, il y a 2 conditions, c'est qu'il a été construit depuis plus de 10 ans et qu'il y a un DPE minimum de E. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les bailleurs ne vendent plus les passoires thermiques et ils les rénovent avant de les revendre. Voilà, donc ça, c'est les 2 grandes conditions que le bailleur doit respecter quand il veut vendre. Donc, en fait, c'est la garantie à la fois d'avoir un bien avec un bon DPE et la possibilité d'avoir un bien récent. Voilà. Tu disais plus de 10 ans, hein. Donc il peut être encore plus vieux que ça. Il peut être plus vieux, mais donc ça veut dire que le plus récent que tu trouveras, ce sera du 2013-2014. Oui, le plus récent, d'accord. Mais tu peux aussi avoir un truc vraiment ruine. 70, oui, complètement. Ouais, d'accord. Ensuite, c'est le jeu. En général, la rénovation, elle est quand même à minima, on est d'accord ? Oui. C'est propre. Ouais. C'est propre. Hein. Ensuite, c'est pas Versailles. Voilà. En termes de prestations, là on l'a vu sur celui de 17. Alors après, tu disais que la DPE n'était pas aussi régulée que maintenant, mais en termes d'isolation thermique, c'était pas non plus. C'est un immeuble en meulière. Il y a un moment, quand tu as l'immeuble en meulière, tu peux pas faire grand-chose sauf de l'isolation par l'intérieur. Et en fait, moi, c'est ça qui m'avait amené à arbitrer, c'est de me dire, bon, si tu fais de l'isolation par l'intérieur, il y a déjà les 17 mètres carrés, il va rester combien de mètres carrés après que tu es isolé ? Donc je pense qu'à un moment, vaut mieux laisser ce problème-là à quelqu'un d'autre. Comment, en termes de mécanisme, le bien est mis sur le marché ? Comment ça fonctionne ? Qui peut l'acheter en fait, n'importe qui peut l'acheter. Alors, en fait, la priorité, pendant 30 jours, à compter de la date de publication de l'annonce, tu as une priorité pour les locataires du département et pour les gardiens d'immeubles. Voilà. C'est les 2 publics qui sont prioritaires pendant 30 jours. Au bout de 31 jours, c'est ouvert aux tiers. Pour la résidence principale, on est d'accord ? Oui. Okay. Au bout de 31 jours, on l'ouvre aux tiers. C'est là qu'on peut... Exactement, et c'est là que n'importe qui peut se positionner. La seule règle, c'est que vous pouvez en acheter qu'un pendant votre vie. Et donc, si vous êtes en couple, monsieur et madame, chacun peut en acheter un. Mais voilà, en fait, la règle, c'est juste ça. Et de toute façon, dans les annonces, tu verras, les dates de publication sont toujours publiées. Et ça te permet de savoir à partir de quel moment tu peux te positionner. Et souvent, ce que font les commerciaux en charge de ces biens, c'est qu'ils prennent le dossier, ils t'expliquent exactement cette règle et ils t'expliquent que dans 31 jours, s'il n'y a personne et que vous êtes le premier dossier, ce sera pour vous. Parce que du coup, sur le deuxième volet, il y a quand même des priorités. Du coup, faut être le plus rapide. Exactement. Faut être le premier. Mais il y a aussi d'autres conditions, des conditions de ressources peut-être ou autres. Non. À partir de 31 jours, c'est ouvert à n'importe qui, au tiers extérieur. C'est ouvert, mais on va dire, le commercial reçoit des offres de plusieurs personnes. Ils vont recevoir une le lundi, une le mardi, une le mercredi. Oui. Celle du lundi, comme elle est du lundi, elle est prioritaire a priori pour que son offre soit prise en compte. Néanmoins, si celui de lundi, il a des ressources 3 fois supérieures à celui du mardi peut-être. Non, il les traite par ordre d'arrivée. Par contre, la règle est clairement que si le mardi, c'est un locataire HLM qui est prioritaire, il passera devant toi. Ouais. Voilà. Parce que moi, j'ai connu cette expérience il y a quelques mois. Ouais. J'étais le premier sur la liste, appelé en premier. Et vraiment appelé. Alors ça doit être peut-être une règle interne à certains bailleurs, mais en général, ils les traitent par ordre d'arrivée. Et elle a été très transparente, l'agent avec moi, en me disant, en termes de temps, en fait, il y a des pondérations de points, j'imagine, il y a plusieurs critères, mais sur le temps, j'étais le premier. Néanmoins, en termes de ressources, et pourtant, j'ai pas d'énormes ressources, mais j'étais deuxième. Elle m'a appelé ensuite, quelques semaines après, me disant, voilà, vous êtes deuxième. Quoi. Ça, c'est rare. L'objectif, c'est pas ordre d'arrivée. Okay. Voilà, et clairement, il t'explique que les locataires sont prioritaires. Oui, non, mais la première priorité, en fait, c'est tes locataires ou tes gardiens d'immeuble, c'est pour toi. Exactement. Ensuite, sur le deuxième volet, dès que ça s'ouvre aux candidats extérieurs. Premier arrivé, premier servi. Premier arrivé, premier servi. Ouais, donc je me suis peut-être fait avoir. Il n'y a pas de règle. Enfin, ça, c'est les règles nationales. Non, après, peut-être le bailleur peut avoir ses critères. Parfois, le bailleur a ses propres règles. Voilà. C'est là où je me dis, tu vois, si je prends un peu un vue d'ensemble, pourquoi le bailleur aurait des règles différentes ? Est-ce que c'est parce que il va être bien vis-à-vis de l'État ou est-ce que y a pas... T'as ceux qui veulent absolument que ce soit de la résidence principale, qui refusent les investisseurs locatifs. T'as ceux qui les acceptent. C'est la politique intérieure, quoi. Exactement. Ok. Ouais. On peut mettre chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Malheureusement,
ça s'appelle laver plus blanc que blanc. Moi, je dis ce que dit la loi. Ouais. Ensuite, celui qui décide de réserver ses logements, je sais pas, aux gens qui mesurent 1m75 minimum, s'il le fait, il le fait, je sais pas quoi te dire. Mais je me dis quand même qu'ils le font pour une raison, sûrement pour être bien vis-à-vis de la mairie ou autre, parce que eux, leur intérêt, c'est d'être forcément dans les petits papiers de la mairie pour leur projet, l'acceptation de leur projet sur des... C'est possible. Vis-à-vis des PLU. Enfin, j'essaie de comprendre, j'imagine qu'il doit y avoir un peu ça. Ouais. Il doit y avoir une raison, ouais. Mais en tout cas, c'est pas ce que dit la loi. Ce qui quand même indirectement nous oblige, nous investisseurs, je pense, à être assez à l'affût de la politique du logement dans la ville, dans le département. Encore une fois, commercial, tu lui expliques comment vous départagez les dossiers. Normalement, il est censé te l'expliquer. Donc si t'es le premier sur la liste a priori, juste après l'ouverture, donc ton offre, tu fais une offre. Exactement. Et là, elle est acceptée ou pas. Et ensuite, c'est le processus classique de compromis, etc. L'offre doit être au prix. Ah oui, ils négocient très peu. C'est où elle est au prix, où elle n'est pas. Il y a peu de place pour la négociation. Ça marche. Sachant qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, certains bailleurs t'offrent les frais de notaire. Ok. Donc, tu as encore moins de raisons de négocier. Oui, c'est... Et dans 22 départements en France, les frais de notaire sont réduits. Donc, voilà. Dans un court instant, on verra pourquoi les logements sociaux repris de bailleurs sociaux sont de très bonne qualité, pourquoi l'investissement HLM fonctionne aussi bien sur du locatif que sur de l'achat-revente, et quelles sont les subtilités auxquelles il faut se préparer pour en profiter. À tout de suite. Oui, bien sûr, mais... Parce que le niveau de prix auquel il sort, il n'est pas non plus réglementé, ce prix. C'est un accord entre le bailleur et l'offrant. Tu vois. Ils ont une grille de prix qu'ils essaient en général de respecter. Alors aujourd'hui, comme le marché est ralenti, je pense qu'il y a peut-être des négos possibles, mais en général, c'est rare. Et elle est nationale, cette grille de prix Non, ça pour le coup, elle est interne. Et en fait, certains vendent... C'est là où tu vois que certains essaient de se rapprocher des prix de marché, d'autres... Au contraire, en fait, ils ont une politique ultra volontariste, donc ils vendent vraiment à des prix décotés. Et donc, voilà, tout dépend du bailleur. Ça marche. Ouais, donc c'est vraiment la jungle, quoi. C'est exactement ça. Non, mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de faire ses recherches, voilà, de manière structurée pour arriver à trouver la pépite là-dedans. Donc tu dis, dans les avantages, tu disais qu'il y avait quand même donc, pas de frais de notaire, ou parfois ils sont offerts, parfois ils sont réduits. Exactement. Ça, c'est pour inciter les gens à participer. Exactement. Les DPE sont bons en général, ils rénovent les appartements. Et en ce moment, comme ils ont cette règle du DPE, ils rénovent carrément les immeubles. Parfois, tu te retrouves avec des DPE de C, par exemple, sur des immeubles où la rénovation énergétique a été faite. Donc, en fait, t'achètes ta tranquillité. Ouais, t'achètes un truc plutôt... Exactement. Et certains, ils ont vraiment à cœur de vendre des choses propres et qualitatives d'un point de vue rénovation. Donc, ils vendent vraiment du bâti de qualité. Sur la sortie ou sur le loyer qu'on charge ensuite au locataire, quels sont les... Le loyer, il est assez libre. Il y a un seul cas où tu as un plafond de loyer, c'est quand tu as acheté un prix décoté. Et là, tu as un plafond de loyer à respecter pendant 5 ans, mais sinon, tu n'as strictement aucun plafond. C'est des plafonds qui sont équivalents au plafond de... Exactement, pas très loin, et inscrit dans ton acte pendant 5 ans. Alors ensuite, voilà. J'ai pas entendu d'histoire de quelqu'un qui n'aurait pas respecté son plafond, on serait venu le chercher. Voilà. Donc après, vous êtes adulte. Ouais. Voilà. Ouais, on fait ce qu'on... Ouais, en conscience, mais du moins, il y a assez peu de contrôle. Exactement. Un peu comme le plafonnement des loyers aussi. Est-ce qu'il y a des clauses un peu comme le plafonnement des loyers où tu peux y avoir genre d'exception ou genre de biens d'exception ou d'équipements particuliers ou quoi? Non. Donc 5 ans, donc finalement, si tu négocies, tu l'as négocié, c'est un peu, tu te tires une balle dans le pied parce que... Voilà, c'est pour ça je pense qu'il vaut mieux l'acheter au prix pour éviter de se retrouver avec un plafond de loyer. Ouais. Et sur la revente, c'est libre aussi. Sur la revente, même chose, ça les 5 ans. Les 5 premières années, tu dois le reproposer. Tu dois le reproposer au bailleur. Sauf qu'on n'a jamais vu un bailleur racheter son patrimoine. C'est tellement compliqué pour eux de vendre que en fait, la probabilité qu'ils viennent te racheter à ton prix, au prix auquel tu souhaites le vendre, elle est
Erreur 404, on n'a jamais vu ça. Voilà. Donc, parce que du coup, pour replacer le contexte, donc si tu achètes pour revendre et que tu achètes au prix, tu peux revendre. Enfin, si tu achètes en décoté, tu peux pas revendre, ou si tu revends, tu es obligé de verser. Alors, si tu achètes à un prix décoté, tu reverses l'écart entre le prix de vente et le prix d'achat. Tu reverses la plus-value que tu as fait à l'achat, mais après, ta seule obligation, c'est de le reproposer. Oui, donc en fait, sur de l'achat-revente, il n'y a aucun sens, on est d'accord, d'acheter un prix à décoter. Là, on négocie pas. Tu achètes au prix, et voilà, et si tu veux le revendre, tu le reproposes. Et ça, c'est le reproposer, ça veut juste dire que le notaire fait un recommandé, un peu comme un droit de préemption à purger. Il fait un recommandé au bailleur, et voilà. Ça, c'est ça que j'avais pas compris au début, c'est qu'en fait, parce que moi, quand j'ai commencé à investir sur ce genre de biens là, quand j'ai eu cette offre il y a quelques mois, fallait m'appeler. Ouais, j'aurais dû pas t'appeler. Mais si, mais après tu me l'as expliqué d'ailleurs, j'avais compris. C'est qu'au début, je m'étais dit, on m'avait dit si tu vends, il faut que tu attendes 5 ans pour pouvoir le vendre avec une plus-value. Or, ce que tu expliques, c'est la subtilité, c'est que en fait, ça s'applique si tu l'achètes décoté. Effectivement, donc là il n'y a aucun intérêt, on est d'accord, à ce que ta marge que tu pourrais générer dedans, tu la donnes au bailleur, surtout que les frais de notaire c'est pour ta pomme. Mais par contre, la subtilité, c'est que si tu l'achètes au prix, s'il a déjà un bon prix, et ben en fait, t'as la seule obligation que tu as, comme tu expliquais, c'est de dire au notaire, de le reproposer à la vente à un prix avec ta marge, quoi. Donc un prix énorme. Le bailleur, aucune chance qu'il accepte. Déjà, à son prix, il n'aurait pas accepté. Mais au pire, il paiera ton prix. C'est réellement, ça doit arriver. Et ça, c'est magique. Ça, c'est quand même assez... Je pense que pour de l'achat-revente, c'est là où il faut aller, c'est de ne pas négocier, évidemment, et de trouver le deal. Ça, c'est une autre question, quoi. Mais, en tout cas, techniquement, ça marche. Techniquement, c'est possible. Tu le vois beaucoup, d'ailleurs, on n'a peut-être pas trop parlé de ça, mais est-ce que toi, tu bases ce que tu racontes là sur ton expérience et sur les gens que tu accompagnes également? Il y a beaucoup d'investisseurs que tu accompagnes? Exactement, il y en a pas. Là, la dernière, elle a trouvé un bien, tu vois, à Rosny-sous-Bois, où elle achète un bien, où à l'achat, il y a déjà 70 000 € de plus-value latente, dans un quartier où, justement, je te parlais de Rosny-Bois-Perrier, qui est un secteur super intéressant, parce que la 15 rejoint la E et la 11 vient d'ouvrir. D'ailleurs, j'ai testé la 11 il y a quelques semaines. C'est vraiment impressionnant de se dire que voilà, un endroit comme Rosny est désormais à 30 minutes du centre de Paris. Et tu as 3 lignes t'as une troisième ligne qui va arriver. Donc ça va devenir un hub de transport génial. Et tu as des bailleurs qui, autour de cette gare, vendent du patrimoine à 3 000 € du mètre. Voilà. Moi, je dis ça, je pense que ça mérite de creuser le sujet. Ouais, bien sûr, mais c'est toujours fascinant de voir ça. Mais c'est là aussi on se dit quel est l'intérêt et le timing dans la décision de vendre du bailleur, tu vois. Qu'est-ce qui va le motiver C'est qu'en fait, à un moment, quand tu as amorti tes biens, voilà, qu'il est temps de faire autre chose et de recycler ton capital, tu mets en copropriété tes immeubles et tu les vends au fur et à mesure des libérations. Voilà. Est-ce qu'il y a des... Maintenant, en termes de sourcing, du coup, des faisceaux d'indices qui te font penser qu'il y a certains immeubles ou des biens dans ces immeubles qui vont venir en vente Alors, pour les repérer, franchement, non. Moi, le sourcing, c'est clairement les annonces et l'annuaire des bailleurs. Et ensuite, je pense que si tu t'entends bien avec les commerciaux, ils peuvent te prévenir. Voilà, telle résidence va arriver. Moi, je le vois un peu sur d'autres sujets. Où, voilà, quand un institutionnel va mettre en copropriété un immeuble, les commerciaux, ils travaillent au moins 1 an à l'avance dessus, et donc ils connaissent les adresses qui vont être mises en copropriété et qui vont avoir à la vente, donc ils peuvent te prévenir et te dire ici ça devra arriver sous 6 mois, 1 an, donc si vous patientez, vous pouvez creuser. Quand tu dis mise en copropriété, c'est que ça veut dire en gros le logement social il est jamais juste vendu individuellement, c'est tout le programme qui commence à être vendu. En fait, le bailleur, pour vendre un appartement, comme il détient tout le bloc, il doit mettre en copropriété, donc créer le règlement de copropriété, créer le règlement de copropriété, le mettre en copropriété, parfois il a son propre syndic, et de cette manière-là, il peut vendre les appartements au fil de l'eau. Donc c'est déjà le premier indice, quand tu vois qu'il met en copropriété, ça veut dire il commence à s'interroger. Exactement. Ok. Et ça, tu dis que ça demande le travail d'agent immo ou peut-être d'avocat, non? C'est des gens juste le commercial. Le commercial, il est en général, avant de mettre en vente, les commerciaux font des grilles de prix. 6 mois, 1 an avant, voilà, pour
pour donner leurs avis d'heure. Donc, si tu t'entends bien avec le commercial, ils peuvent te prévenir. Voilà. Donc, si tu vas en visite sur un bien, ils peuvent te dire, voilà, on a ça qui va arriver. Ou ils peuvent te prévenir des libérations. Tu vois, moi, j'en ai vu, ils ont la liste, ils ont l'état locatif complet de l'immeuble et ils savent quel locataire va partir. Et ils peuvent te dire, voilà, bon, celui-là, on a reçu une offre. Par contre, je vais avoir le même au 2e, au 3e étage, si ça vous intéresse. Dès que le locataire part, je vous préviens et on organise une visite. Et là, c'est comme pour les enchères, tu as droit à une visite du bien et ensuite tu prends ta décision. Ah non, tu peux revenir revisiter, il n'y a aucune règle. C'est comme un bien classique. Ouais, c'est comme un bien classique. Ok. Si tu as besoin de faire venir un artisan pour une réno, tu peux. Ouais. Parce qu'ils sont pas, comme tu dis, tous dans le même état, etc. Exactement. Ouais. Les agents co, tu disais, ouais, ça peut être des bons moyens de sourcer. Exactement, ils sont au courant de tout. Est-ce que dans les bailleurs, parce que là, la personne qui m'avait contacté, moi, pour mon affaire, elle est salariée du bailleur, quoi. Donc elle est au courant, par exemple. Voilà. Elle est au courant de tous les immeubles. Parfois, en fait, ils ont leur propre service de vente. Et elle a la liste de tout le patrimoine. Elle sait exactement ce qui va être mis en copro. Elle sait ce qui va être vendu. Elle sait ce qui va être libéré. Et donc, elle peut même t'aiguiller. Et parfois, ils te donnent des recos. Certains, ils te disent ça, si vous voulez faire du locatif, c'est pas ouf. Je vous recommande autre chose. J'ai quelque chose d'un peu plus quali qui peut peut-être vous intéresser. Ouais, j'ai l'impression que c'est un lien encore plus direct, parce que l'agent co, il est intermédiaire. Mais là, quand ils ont leur service de vente internalisé, et en fait, c'est en général, franchement, des gens super sympas. Ils t'aiguillent avec grand plaisir. Ils peuvent, tu vois, moi, j'ai accompagné quelqu'un récemment en visite, et dans l'immeuble, il y avait 3 appartements. Et ben, tu vois, on allait voir chaque appartement 2 fois, et à la fin, elle nous a même dit moi, je vous conseille tel appart parce que vous avez une meilleure vue. Voilà, sur les 3, le meilleur, c'est celui-là. Comment... il y a l'aspect humain quand même là-dedans. Oui, t'as pas des machines en face de toi. Ouais, voilà, non mais je veux dire... Non, je dis ça parce que je me souviens que cette personne qui était salariée du bailleur social, en l'occurrence, je me souviens qu'elle avait quand même une attention... Elle avait une attention particulière au fait de respecter... tu vois, je te parlais de l'ordre de priorité, d'éviter, et je pense que c'est un peu le mot d'ordre aussi, d'éviter tout ce qui est favoritisme, tout ce qui est je vais le filer à mon cousin, à mon oncle, machin, et on comprend bien pourquoi, mais en tant qu'investisseur, on veut quand même avoir un pied dedans, tu vois, augmenter toutes ces chances que le bien il nous revienne à nous, surtout quand il y a beaucoup de concurrence. Tu vois, dans ces cas-là, quel est l'intérêt, quelle serait pour toi l'approche à avoir? Moi, l'approche que je recommande, c'est soit poli, soit souriant. Et dis-lui clairement que s'il y a un temps de passe sonner, dis-lui, voilà, si vous avez quelque chose de similaire dans votre patrimoine, et vraiment, n'hésitez pas à m'appeler, ça m'intéresse. Voilà. L'agent co, on peut l'amadouer avec moi, je suis marchand de biens ou investisseur assez fréquent. J'aurais d'autres trucs qui vont arriver. Non, il faut être, avec les commerciaux internes, il faut franchement être poli, souriant. Ouais. Je pense que c'est pas des positions très simples. Et surtout, si le bien te passe au nez, pense bien à lui dire, voilà, si vous avez quelque chose de similaire qui arrive, vraiment pensez à moi. Et eux, ça leur facilite leur travail d'avoir une petite liste d'acheteurs prêts à se positionner sur le bien. Ça leur économise du temps de visite. Donc voilà. Oui, tu es déjà dans leur listing, tu leur facilites la chose en identifiant déjà le type de bien que tu cherches et en faisant facilitateur, quoi. Par contre, si tu obtiens un bien avec eux, tu peux pas en obtenir un deuxième derrière. Non, exactement. La règle est très claire, c'est un bien par personne. À vie. À vie. Tu l'as acheté, tu l'as revendu, c'est passé 10 ans. Exactement. Tu peux plus revenir les voir. Exactement. Tu peux pas faire tout l'immeuble. C'est bon à savoir. Ouais. Donc ça peut être un coup comme ça. C'est un one shot, donc autant bien choisir, voilà. Bon, cela dit, il y a beaucoup de départements, beaucoup de villes. Après, libre à chacun de prendre sa responsabilité. Officiellement, je veux dire, tu déménages à Lyon. Tu refais la même chose, tu as déjà acheté un truc en région parisienne que tu as revendu, tu déménages à Lyon, tu refais la même chose avec des gens là-bas. Officiellement, tu n'as pas le droit, c'est ça que tu veux en dire? Mais officiellement, oui, d'accord. Mais d'accord. Et il n'y a pas de contrôle ou autre, possiblement C'est possible, mais pour l'instant, je n'en ai jamais entendu parler. Ouais, que le bailleur, il a un fichier national, type. Ouais, c'est quand même assez fragmenté quand même de ce point de vue-là, quoi. Est-ce que tu achètes en nom propre, en société? Exclusivement. Beaucoup refusent de vendre à des SCI. On refuse de vendre aux sociétés. Donc voilà, ça il faut l'avoir à l'esprit. Ce sera souvent du nom propre.
Donc moi, je recommande le flip en RP. Je trouve que c'est une stratégie qui peut très bien s'y prêter. Ouais, là, c'est un peu le combo, quoi. T'achètes, tu bénéficies des prix bas. Exactement. Tu dis que c'est ta résidence, c'est ta résidence principale, tu le revends exonéré de plus-value sur le... Exactement. Ouais. Une fois, quoi. Exactement. Il vaut mieux une fois que zéro, quand même. Ouais. On a chacun une petite cartouche quelque part, quoi. Mais, d'accord. Est-ce qu'on peut faire... parce qu'on parle toujours de décote, de prix intéressants, le bailleur il veut forcément vendre quand même rapidement et puis c'est pas le plus, on va dire c'est pas la couronne de son programme forcément c'est pas le joyau de son programme en général, donc bon il le vend, il veut que ça soit vite, mais est-ce que quand même il y a des moments où on peut faire pas forcément une bonne affaire? Alors aujourd'hui moi les décotes les plus élevées que j'ai vues c'est jusqu'à 40%. Jusqu'à 40%. Et en fait, si tu arrives à faire ce que j'appelle le strike, si tu arrives à acheter un bien qui est à moins 40% sur lequel on t'a offert les frais de notaire, ou tu as les frais de notaire réduits qui a été rénové, ben là, c'est le strike magique. Mais à l'inverse, tu vois, est-ce que tu peux acheter des trucs qui sont finalement au même prix que le marché, voire au-dessus du prix du marché, quoi. C'est parfaitement possible. Tu l'as déjà vu, ça? Ouais. Oui, il y en a certains où finalement, quand tu compares les prix de marché, c'est pas très intéressant. Donc c'est pas parce que c'est un bailleur social qui le met en vente qu'on y va. Pas forcément, en fait, t'as certains qui sont plus agressifs que d'autres, et au contraire, certains qui sont un peu plus généreux que d'autres en termes de décote. Donc voilà. Donc il faut surtout savoir à quelle porte aller taper pour trouver justement les bailleurs qui ont une politique assez volontariste et qui pratiquent des grosses décotes. Mais je pense par exemple à l'effet Pinel où tu achètes un truc surévalué, ça arrive quand même rarement. Non, ça oui, exactement. Il y a peu de chances que tu achètes au-dessus. Il y a peu de chances que tu achètes au-dessus du prix du marché. Tu parlais de regarder bien le bailleur qui va vendre pour savoir justement s'il est plus ou moins agressif ou pas dans ses décotes. Exactement. Qu'est-ce que tu regardes chez le bailleur? C'est un petit, un gros Tu regardes surtout les prix de vente, de ces annonces, et tu verras que certains, notamment tu vois, sur le Bon Coin, tu as un module Orisio avec le prix moyen du marché, et tu vois tout de suite les décotes par rapport au prix moyen de la ville, et tu vois que certains ont vraiment tapent dans les prix assez de manière assez forte. Donc tu regardes l'historique de ces biens-là, quoi. Ok. Pour te définir un peu comment ils traitent le truc, quoi. Exactement. Tu regardes surtout le prix moyen de la ville. Voilà. Et après, il faut aller en visite, vraiment. Moi, j'encourage les gens à aller sur le terrain et à se rendre compte par eux-mêmes. C'est un bien comme un autre. Franchement, c'est un bien comme un autre. Après, il faut faire attention à la localisation. Et aujourd'hui, par exemple, tu vois, en Ile-de-France ou ailleurs, où tu as des projets de transport, si tu combines ça, par exemple, et que par-dessus, tu regardes la carte du Grand Paris et tu cherches les extensions de métro, pour moi, c'est la culbute assurée. Si tu achètes un bien, un bailleur avec le métro qui arrive à moins de 10 minutes à pied, moins d'un quart d'heure à pied, t'es sûr de faire une plus-value. Là, on parlait pas mal de Paris, mais en région, c'est la même dynamique. Tu as déjà vu, toi, les coachés que tu accompagnes ou toi-même personnellement? Exactement. Moi, j'ai déjà vu, par exemple, notamment dans le nord de la France, tu vois, pour ceux qui, par exemple, pour les investisseurs débutants et qui voudraient, par exemple, tu vois, acheter des biens à des petits prix, ce qui est bien, tu vois, c'est que le bien le moins cher que j'ai vu, il était aux alentours de 30 000 euros. Il y a 30 000 euros, c'est le prix d'une voiture. Donc là, à 1 heure de Paris, tu peux trouver des biens à 50 000, 60 000 euros. Donc pour quelqu'un qui commence dans l'investissement, je trouve que c'est aussi une première marche d'escalier qui est franchement intéressante et qui permet de se faire la main, tu vois, et de mieux appréhender un peu ce que c'est que l'investissement immobilier dans un contexte où en fait c'est cadré. Et en fait, ça reste des petits prix. Et c'est vrai qu'en Ile-de-France, on n'a pas beaucoup de... Il y a peu de chances d'avoir des biens en dessous de 100 000 euros. Il y en a, j'en ai vu en Ile-de-France. J'ai vu récemment des 2 pièces à 80 000 euros du côté de Meaux, par exemple. Tu vois, mais par exemple, à 1 heure de Paris, dans le Nord, tu peux vraiment choper des biens, tu peux vraiment acheter des biens qui ne coûtent pas très cher. C'est quoi les types de volumes de biens en vente comme ça? Ça va du studio... excuse-moi. Excuse-moi. En fait, je voulais dire en termes de transactions, de biens vendus de bailleurs sociaux
par rapport aux transactions classiques. J'en ai. Alors, je veux dire, si t'as pas des chiffres là-dessus. J'ai aucun chiffre là-dessus. Ouais. Non, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de statistiques. Parce qu'en fait, c'est un monde très fragmenté, donc en fait, t'as pas vraiment de. Ouais, mais même toi, le ministère du Logement ou quoi, il met pas des stats comme ça. Ils ont pas les stats. Ouais. Parce que ça me semble quand même assez. Enfin, je sais, moi, j'en ai rencontré une comme ça au hasard. On doit parler de quelques milliers tout au plus. Dans son secteur, faut pas s'attendre à en avoir une tous les mois, quoi. C'est ça que je veux dire. Quand on investit dans son secteur. Ah si, pour le coup, si tu as 1 heure de chez toi, t'es sûr d'en avoir. Tu traces un rayon, t'es quasi sûr d'en avoir. Faut juste savoir où aller les trouver. Tu vois, parce que justement, tout le monde ne publie pas sur le bon coin. Donc en fait, la clé, elle est vraiment de savoir où s'adresser. Il y a un site qui en fait, t'as un premier site qui les centralise, mais qui les centralise pas tous. T'as des commerciaux qui font que ça. Et souvent, malheureusement, c'est sur leur site à eux. Donc, faut aller les trouver. Tu vois. Et en fait, c'est là où, en fait, moi, je me suis dit qu'il fallait monter une formation et proposer un annuaire pour pouvoir permettre aux gens d'aller chercher les annonces à la source. Bah ouais, moi, je ferais comme ça, je pense, d'aller voir tout de suite les bailleurs à leur liste et leurs contacts. Moi, j'ai connu une époque où c'était des PDF publiés sur des sites. Hein. Ouais. Et tu avais des adresses et des typologies, tu vois, c'est vraiment pas, c'est un peu, voilà, c'est pas très évolué parfois, mais bon. Et est-ce que tu as vu des exemples de mauvaises invests qui impliquaient une vente à un bailleur social, tu vois? Franchement, non. Non, pour l'instant, non, parce qu'ils sont assez... Tu sais dans quoi tu mets les pieds, quoi. Quand tu achètes, par exemple, un appartement dans une grande barre d'immeubles, voilà. Moi, aujourd'hui, pour l'instant, j'ai pas vu de... Le mauvais invest, je pense pas qu'il soit lié à d'où vient le bien, tu vois. Le mauvais invest, c'est quoi? C'est acheter au-dessus du prix du marché, faire des travaux surdimensionnés. Ouais. Voilà. Non, puis tu dis que en fait, les travaux, pratiquement, ils les font pour eux-mêmes. Ça, c'est pour remplir, on revient à ce que tu disais au début, c'est pour remplir les conditions du DPE qui doit être en maximum à... C'est quoi? C'est A, B, C? C'est minimum E. Voilà, qui doit être minimum au-dessus, qui est meilleure qualité que E. Donc c'est ça qui fait que les bailleurs sont poussés à faire de la réno. Exactement, à rénover les immeubles. Ouais. Et après, sur les apparts, certains font l'effort de rendre les apparts propres, certains te les vendent dans l'état, et après, mais c'est pricé dans le prix aussi. D'accord, donc ça, c'est pas lié à une condition. La condition du DPE, c'est sur l'immeuble. Exactement. Pour le lot en lui-même, c'est plus la bonne volonté, peut-être de vouloir vendre un truc propre sans dire que ça va partir plus vite. Ok. Et après, tu as des trucs qui sont dans leur jus, voilà, et qu'il faut rénover. Ça se négocie d'ailleurs quand tu trouves un bien qui a rénové fortement? Non, mais je dirais que c'est reflété dans le prix très généralement. C'est peut-être mieux d'ailleurs de l'acheter avant rénovation. Si t'aimes les travaux, oui. Mais ouais, non, bien sûr. Mais toi, comment il le reflète dans le prix? Est-ce qu'il le reflète à coût de 1000-2000 euros du mètre carré? Tu vois, je pourrais pas te dire, mais c'est clairement reflété dans le prix. Voilà. Je pense que quand tu vois le prix, tu vois les photos, tu comprends à peu près. Moi, je considère que t'en as pour ton argent. Oui, c'est sûr. Non, et puis aussi, je pense qu'ils ont leurs équipes aussi qui font que leur coût de revient à eux, il est moindre que toi, ton coût de revient de le rénover. Donc même si tu te dis, bon, je vais faire une affaire, je vais l'acheter avant qu'il rénove parce que moi, je vais payer moins cher ma réno. Quand je vois le prix, voilà, ne serait-ce que d'une peinture, d'une pose de cuisine, tu vois, ou de changement de revêtement de sol, moi, je pense qu'il vaut mieux acheter rénové. Ouais. Donc on reste dans la politique que tu as depuis le début. J'aime pas les travaux, je vais dans un truc. Et tu vois, non, moi les travaux, je trouve ça très compliqué. Ok. Je pense qu'on a fait un bon petit tour là du sujet. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées peut-être Non, franchement, le tour est complet. Voilà, si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas sur Instagram. Pour la formation, ce que je te propose, c'est de faire moins 20% avec le code PACO. Donc voilà, donc tous les liens sont dans la description. Et voilà, moi je pense qu'on a fait le tour. Et n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Ouais, tu essaies de développer pas mal sur Insta en ce moment, c'est ça? J'essaie, mon but n'est pas de devenir influenceur, mais voilà, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, j'y réponds avec grand plaisir.
C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui qui se spécialisent là-dedans. Personne n'en parle, alors qu'en fait, je pense que, tu vois, notamment pour les investisseurs débutants, moi, ce que je vois très bien, c'est que, tu vois, il y a pas mal d'investisseurs débutants, tu as des petits jeunes qui veulent se lancer. Aujourd'hui, tu les lances sur quoi quand les taux sont à 4%? Tu vas pas les lancer sur des immeubles de rapport. Moi, je trouve que pour commencer, il y a pas de... c'est l'opportunité de trouver des petits biens où tu peux avoir et le cash flow, et même à 4%, tu peux avoir le cash flow vu que tu les achètes pas cher, et tu peux avoir la plus-value. Et donc, je trouve que, tu vois, que ce soit pour mettre un pied dans l'immobilier ou, tu vois, compléter un peu son parc si tu es déjà un investisseur plus aguerri, bah, franchement, c'est un sous-secteur qui mérite qu'on s'y arrête. Et peut-être plus quand même abordable, même si les gens, que par exemple les ventes aux enchères, parce que ça me fait beaucoup penser aux ventes aux enchères, c'est à ce système. Alors, les ventes aux enchères, pour avoir creusé, je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais quand tu regardes les prix d'adjudication et que tu rajoutes les frais d'adjudication, moi j'avais fait l'expérience, une fois j'étais allé aux enchères notariales à Paris, et quand tu regardes déjà la dynamique dans la salle, et quand tu regardes après les prix auxquels ça se finit, moi je trouve que ça se finit pas très souvent presque au-dessus du prix de marché. J'ai pas l'impression que... Mais je pense que ton regard est aussi un peu biaisé par le fait que tu as été à l'office de Paris. Moi aussi, j'y suis allé et c'est aberrant. Enfin, c'est pas du tout des prix... D'accord. Moi, j'étais très choqué de me dire qu'ils se battent tous et qu'à la fin, une fois qu'ils ont payé leurs 15% de frais d'adjudication, ils ont surpayé le bien. Voilà. C'est pour ça que c'est bien pour le vendeur, justement. Enfin, celui qui doit... rembourser ses dettes plutôt, mais oui, je suis d'accord. Mais je pense qu'en région, c'est là où tu peux trouver des trucs. Mais là où je trouve qu'il y a vraiment un vrai parallèle à faire avec ce qu'on vient de parler, c'est que c'est aussi un sous-segment de marché très confidentiel. Exactement. Où il n'y a pas, tu vois, c'est pas dans des annonces, sauf que là, il y a en plus des conditions plus drastiques, en fait, pour l'accession, pour participer à ces enchères, etc., qu'il n'y a pas dans la barrière SE. Donc ça, c'est là où je te rejoins, que je pense que pour un débutant, vraiment, c'est peut-être plus accessible de faire du logement social, enfin d'essayer de trouver un truc, même si ça va être, comme on l'a dit, c'est un coût, quoi. Exactement. Ensuite, il faut bien commencer quelque part, tu vois, que ce soit pour un débutant ou même pour quelqu'un de confirmé qui veut compléter son parc vraiment très facilement. C'est l'opportunité de prendre un lot dont tu sais qu'il tournera, quoi. Et je t'ai presque posé la question tout à l'heure sur la taille. La taille des logements qui seraient concernés par ça. T'as de tout. T'as du studio à 1 heure de Paris dans le Nord où tu commences à 40-50 000 euros jusqu'à des 5 pièces en première couronne à Levallois ou autre à 600 000, voire même parfois des logements aussi dans Paris. Donc vraiment, t'as de tout. Ça sera pas des maisons, on est d'accord? Tu peux trouver des maisons, si. Ah oui? Ouais, non, en termes de typologie, tu peux avoir des appartements, des maisons, et tu peux avoir toutes les gammes de prix. Parce que je me dis aussi que ça peut être plus malin d'aller sur des lots, quitte à avoir un one-shot sur ça, à pas pouvoir le faire plusieurs fois, aller justement sur un lot plus important, parce qu'en termes numéraires, en fait, le pourcentage va être plus important aussi. Complètement, c'est ce que je t'explique avec le flip sur l'ARP. Si tu veux faire ça, oui, est-ce qu'aller faire ça peut-être sur un 4-5 pièces en première couronne que tu peux revendre et encaisser 100 000 ou 200 000 euros de plus-value latente, ça peut parfaitement valoir le coup. Plutôt qu'aller sur le petit prix ou au petit studio, mais voilà. C'est une stratégie, mais en fait, tu vois, c'est là où c'est une stratégie franchement polyvalente. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, elle peut servir dans un certain nombre de cas extrêmement variés. Ouais. Et tu penses que c'est un marché qui va se développer, enfin, est-ce que tu penses qu'il va y avoir, en termes d'accession, tu vois? Je pense que ça va rester de niche. Ouais. Mais je pense que, tu vois, dans un moment de marché comme celui-ci, où les vendeurs ont de plus en plus de mal à vendre, tu vois, je vois de plus en plus de bailleurs qui t'offrent les frais de notaire alors qu'ils n'étaient pas obligés avant. Et finalement, quand tu payes que le prix du bien sans les frais de notaire, ça veut dire que quand tu vas à la banque, tu fais une sorte de 110% qui n'est pas un 110%. Et en fait, c'est quand même c'est une économie non négligeable. Tu vois. Je me demande aussi si dans des moments de marché comme ça, de retournement, si le bailleur social, comme il est plus plugué, lui, sur l'état du marché, s'il ne va pas plus vite aussi à refléter la baisse du prix du foncier par rapport à la hausse des taux, que le propriétaire bailleur lambda qui s'accroche à son bien en disant non, ça vaut ça et pas moins. À partir du moment où tu offres les frais de notaire, tu offres implicitement une baisse de 8% du prix. Déjà, ouais. Donc c'est déjà pas mal, sans compter la décote que certains offrent. Ouais.
Donc, ouais, ce qui est dommage, c'est vrai que tout ça, c'est c'est un petit peu des faisceaux d'indices, tu vois. Non, mais ça c'est vrai, les frais de notaire, tout ça. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas, tu vois, des données analytiques plus ouvertes sur, tu vois, ce qui permettrait de... Bon, ce serait bien et pas bien, parce que du coup... ça serait plus de niche, mais voilà. Ça serait plus de niche. Les explorateurs un peu que nous sommes, on n'aurait plus l'avantage d'être un peu... Ouais. Ok, bon bah super, merci beaucoup Mbarek pour ça. Donc on te contacte sur Insta si on veut aller plus loin. Voilà. Et ta formation. Je propose d'accompagner certains s'ils le souhaitent. Pas trop, non? Tu as un cap dans ton groupe je peux en prendre un certain nombre. J'ai encore quelques places de libre avec grand plaisir. Ok, bon, ça marche. On n'est pas en surcapacité, c'est bon là. Merci beaucoup, à très bientôt. À très bientôt, merci.